Et alors, les patrons de presse nous prennent un peu pour des mules, hein, en gros, quand même. On charge la mule, et tant qu'elle avance, on charge. Et il y a un moment où, si on veut travailler sérieusement, on peut pas... Non mais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il y a aussi quand le Figaro... Attends, pas le Figaro. Il peut y avoir un peu d'intelligence collective dans ce cas-là. Quand François est passé sur le web, j'ai entendu qu'ils avaient supprimé les secrétaires de rédaction. Qu'on explique le rapport. C'est-à-dire, un secrétaire de rédaction, hein, c'est celui qui relit nos papiers. Donc, quand moi j'écris une connerie, que je fais des fautes d'orthographe, malheureusement, ou que mon titre est mauvais, et ben, le secrétaire de rédaction, c'est lui qui corrige les fautes d'orthographe, c'est lui qui vient voir quand je ne comprends pas, ta phrase n'est pas claire, explique-moi, et on réécrit la phrase ensemble pour qu'elle devienne claire, et c'est lui qui va peut-être faire un meilleur titre que celui que moi j'avais fait. C'est un vrai travail. C'est pas parce que c'est pas forcément le web qui a supprimé. C'est pas parce qu'on passe sur l'électronique qu'on doit supprimer les secrétaires de rédaction. Or, ils l'ont fait pour des raisons d'économie. Donc, pour faire un bon reportage vidéo, c'est super, qu'on en profite effectivement. C'est un métier, et donc c'est une formation, et on ne peut pas faire tout en même temps. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a besoin d'apprendre en marchant. Oui. C'est-à-dire que chez nous, il y a des gens qui sont spécialisés dans le montage, dans le tournage, il y en a qui sont un peu plus polyvalents que d'autres. Il faut voir aussi que les formations aujourd'hui qui sont proposées, et notamment pour une nouvelle génération de journalistes, ils sont un peu formés sur différents supports aussi. Alors, il y a des... Moi, comme je dis dans une rédaction, l'intelligence collective, ça consiste à ne pas violer le journaliste. Parce que vous avez des journalistes qui vont être meilleurs pour exploiter un média plus qu'un autre. Il y en a. Simplement, oui, il faut demander, c'est pas mal de ramener les adaptations, effectivement. Photos, on a aussi des informations qui sont de plus en plus visuelles, donc vidéo ou visuel, et on commence à parler d'une nouvelle tendance du métier qui est le data journalisme. Est-ce que là vous avez un éclairage à apporter sur cette nouvelle façon d'écrire l'information en se basant beaucoup sur des données statistiques qui vont faire écho au mouvement de l'open data? Ouais, alors il n'y a pas que ça. Moi j'aime beaucoup cette dénomination. D'abord, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui s'affine dans le temps. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le data journalisme, c'est simplement être capable, puis ça fait des années que ça existe, j'imagine bien que les échos, c'est leur fonds de commerce quand ils doivent, par exemple, parler d'une entreprise. C'est bien d'avoir l'historique de l'ensemble des résultats d'entreprise, savoir qui travaille dans cette entreprise, savoir quelle est l'activité principale. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est la capacité qu'on a à stocker de l'information, à la structurer, et à donner, à partir de cette information, des éclairages. Alors qu'est-ce qu'on veut faire de manière idéalisée avec le data journalisme? C'est par exemple être capable rapidement de pouvoir synthétiser avec un schéma assez sympathique une information. Voilà. Donc c'est l'infodata. Pour moi, c'est un peu une fausse... C'est une fausse nouveauté. On a toujours l'impression de réinventer la roue à chaque fois. On nous invente des termes. La grande différence, c'est qu'Internet a amené la disponibilité de ces données. Il y avait SDP avant. Non, mais ce qui change avec l'open data, c'est ça, c'est qu'on a les données, le sur le... Oui, enfin, d'abord, il faut regarder ce que c'est. Mais c'est une martingale incroyable. Alors, comment vous voyez l'avenir de la consommation d'informations dans les années qui viennent? Qu'est-ce qui va se produire? Comment vous allez pouvoir positionner vos organes de presse sur ces nouveaux supports? Qu'est-ce qu'on peut envisager dans les 2-3 ans qui viennent? Ou peut-être à plus long terme? Je crois qu'il y a d'abord un sujet sur lequel il faut revenir, c'est la notion de gratuité. Pour moi, la notion de gratuité, ça n'existe pas, ni dans la presse ni ailleurs. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Alors, si un lecteur ou un internaute peut avoir de l'information gratuitement, de l'information un peu élaborée, un petit peu complexe, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a payé. Alors soit c'est la publicité, soit c'est le journal et qui la paye en quelque sorte en sombrant dans le déficit. Donc je pense que cette situation-là, où on peut avoir gratuitement et librement sur Internet une masse d'informations élaborées,
où on peut consulter sur des sites comme, notamment les grands quotidiens nationaux, quand même beaucoup d'articles. Je ne parle pas des petites infos ponctuelles et factuelles qu'on peut trouver partout, qui sont de l'ordre de la dépêche, mais de l'information structurée, élaborée, qui a nécessité un vrai travail. Je pense que ça ne pourra pas durer longtemps. Et quand j'entends beaucoup de jeunes notamment qui disent moi pourquoi je m'abonnerais, puisque en surfant sur internet j'ai Le Monde, Le Figaro, Les Échos, etc. Et j'ai mieux qu'un journal, mieux qu'un abonnement, j'ai tous les journaux finalement, ou une grande partie de tous les journaux. Cette situation-là, je crois qu'elle ne pourra pas durer. Alors elle va se résoudre de deux façons, ou bien on arrivera à monétiser ces contenus, puisque manifestement on va se développer sur Internet, ou bien on n'y arrivera pas, il y aura d'autres François, il y aura d'autres La Tribune, et il y aura d'autres journaux qui disparaîtront. Je crois qu'il n'y a pas d'autres alternatives que celle-là. Une autre opinion sur le Oui, je suis assez d'accord. Moi, j'espère effectivement qu'on arrivera en partie à un modèle payant et qu'effectivement on pourra s'abonner sur le papier, on pourra s'abonner pour une tablette, et peut-être moins cher parce qu'il n'y a pas le coût du papier, mais qu'il y aura un abonnement électronique pour tous les journaux, ce qui est le cas pour certains et pas encore pour d'autres. On peut, alors là ça fait des années qu'on en parle, personne n'a osé le faire, c'est de créer son propre journal mais en payant. C'est-à-dire je m'abonne aux pages politiques du monde, aux pages, à la rubrique écho de tel truc, aux échos, le sport de je sais pas, chez machin, bon. Et des fils d'infos et des choses. Oui, c'est pas payant pour l'instant. Donc de pouvoir, en payant et en proposant un abonnement adapté, c'est-à-dire que évidemment si je m'abonne que aux pages politiques du monde, je paierai moins cher que l'abonnement au monde. Et après, effectivement, par les flux RSS qu'on m'a apporté également, j'ai mon propre journal. Je rêve peut-être, mais là peut-être que si les gens seront prêts à donner un peu d'argent pour avoir de l'information pertinente. Parce que sinon, on est mal. Il faut quand même regarder comment évolue aujourd'hui la presse au niveau numérique. Donc, il y a des agrégateurs, des flux d'informations de qualité, avec une mise en page relativement sympathique, presque aussi chouette que celle qui correspond à la mise en page d'un magazine aujourd'hui. Et donc la vraie problématique, c'est comment vont évoluer ces modèles économiques. Le problème, c'est que c'est encore un secteur d'activité qui se cherche, comme toute activité qui est passée en numérique. La musique, regardez, ils sont encore en train de se chercher, mais on commence à avoir une certaine lueur d'espoir sur une autre forme de modèle économique pour, au fond, imaginer que c'est pas forcément... Le problème, c'est pas de savoir si c'est les majors qui doivent vivre, ou si c'est de savoir si ce sont les chanteurs ou les musiciens qui doivent vivre de leur musique. C'est un vaste débat, mais c'est un bon débat. Et de la même manière, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fera demain sens pour produire de l'information? On pourra très bien imaginer, et là je vais dire des noms de bêtises, pourquoi pas des journalistes isolés qui vendent leur information. Je vous remercie messieurs de vos témoignages, vos présentations, vos interventions, et je propose donc à la salle d'intervenir à son tour, en faire un peu de collaboratif. Donc, est-ce que vous avez des questions, des interventions, des témoignages, des retours d'expérience à adresser aux participants? Merci. Et quid de la solution d'un print qui serait juste une amorce et qui viendrait mensuel avec un flux quotidien sur le net? On va voir avec la Tribune par exemple, c'est à peu près ça qu'ils sont en train de tenter. Bon, personnellement je suis assez sceptique, mais bon, pourquoi pas. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir si, moi je dis, c'est quoi la comparaison entre ce machin-là et le métier qui était le print? C'est simplement, c'est très simple. Le print, c'est accessible à 60 millions de consommateurs, et aujourd'hui, il n'y a que 5% de la population française qui a accès à ce truc-là. Donc c'est pas une martingale, le numérique aujourd'hui. Ça change vite, parce que mais le nombre de ventes de tablettes vient dépasser le nombre d'ordinateurs. Ça va quand même très très vite. Le premier iPad, c'est janvier 2010. En 2 ans, on n'a jamais connu une technologie qui a été adoptée aussi rapidement. On a des process d'accélération. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas le nier. Donc il va falloir qu'on
qu'on s'adapte progressivement en fonction du nombre de consommateurs qui sont prêts à recevoir une information qui est facile à consulter en mobilité et sous tension. Parce que le problème, c'est ce truc-là, c'est bien quand c'est connecté. Donc ça va avancer sans doute dans les 5 prochaines années. Ça sera effectivement plus une question. Je crois que ce sera même plus d'actualité de savoir si les gens vont consommer de l'information sur un écran plat connecté, ce qu'on appelle une tablette. C'est déjà le cas aujourd'hui avec les smartphones, ça prend de la taille, de la vigueur, et ça devient quasiment incontournable. Ça va le devenir dans... C'est pas le support, la question c'est la monétisation. Mais la monétisation, elle se fera parce que forcément on fera payer l'information. De quelle manière, il faudra bien le faire. Sinon, il n'y aura plus personne de l'autre côté pour produire l'information. Autre question? Ça me semble une évidence. Oui, il y a un sujet qu'on n'a pas vraiment évoqué pour l'instant et qui me semble important, c'est l'étendue du marché qui évolue. Quand on est au niveau de la presse écrite, on est lié aux problèmes de diffusion, qui sont essentiellement des abonnements. À partir du moment où un journaliste publie sur un média numérique, dans la New York qui suit, il sera lu aussi bien à Paris qu'à Sydney ou Mexico. J'aimerais savoir quelle incidence ça a sur la fabrication de l'article pour le journaliste, le fait de savoir que son information va être reprise à l'autre bout du monde. Est-ce que ça a aussi une incidence en fonction? Ça a une incidence parce que nous arrive de temps en temps de sortir des informations exclusives. Elles sont prises de manière globale. Donc ça donne du choix. Donc voilà, ça nous donne ce qu'on appelle des parts de voix au travers du mécanisme. Je suis désolé, on est bien obligé de regarder ce que fait Google. Donc ça nous donne de la part de voix sur Google et ça nous permet de monter en audience. C'est catastrophique aussi. Non, parce qu'il y a certains journalistes qui se mettent à écrire pour Google. Je suis désolé, on n'écrit pas pour Google, on écrit pour un lecteur, on essaie de lui donner une bonne information. Ça, c'est Oui, mais excuse-moi, cher confrère, c'est un point de vue de vieux con. Bah, oui, Parce que j'ai envie de dire une chose. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est que moi, mon journaliste, il doit faire correctement son boulot avec les règles de l'art. Mais aujourd'hui, s'il veut être publié et lu sur Internet, il faut qu'il respecte un ensemble de règles. Mais ça n'enlève rien au boulot du journaliste. En revanche, je suis d'accord, ça lui rajoute une chose. Non, il n'y a pas de risque. Il y a un risque, c'est celui de ne pas être vu. Donc pour être vu, c'est pas le titre, c'est ce qu'il y a autour. Donc c'est un autre métier. Et je te rassure, il n'y a pas que les journalistes aujourd'hui qui sont impliqués aujourd'hui dans l'écriture des règles de référencement. Il y a aujourd'hui les secrétaires de rédaction, par exemple. Avant, ils avaient un énorme travail d'éditing, ils l'ont encore, mais ils ont aussi cette nouvelle casquette, c'est de vérifier que tous les éléments qui servent au référencement sont présents.